Bonjour à tous, merci d'être présents ce matin, malgré le froid, malgré la pluie. Avant de commencer ce cours sur le bébé statisticien, je voudrais commencer par dire quelques mots d'un événement qui a eu lieu hier et qui me paraît suffisamment important pour le mentionner dans ce cours. D'ailleurs, je vois que quelqu'un m'a mis le journal Le Monde qui en parlait ce week-end. C'est la décision par l'Europe de financer parmi les deux grands projets flagship qu'elle entend financer à hauteur d'1 milliard d'euros pendant 10 ans. L'un des deux projets sélectionnés, donc, est le projet Cerveau humain, the Human Brain Project. Et je voulais attirer votre attention sur ce projet, et peut-être vous aurez quelques questions là-dessus, d'ailleurs, à la fin de ce cours, pour vous dire que je pense que c'est un tournant important dans la recherche européenne sur le cerveau et sur les mécanismes de la pensée, dans la mesure où, pour la première fois, un effort extrêmement concerté de synthèse des données va être mis en œuvre. Je pense que ce projet est assez mal compris, et donc ça vaut la peine d'en parler, d'en reparler. Je suis sûr qu'on en reparlera. Certains ont dit c'est la suite du projet d'Henri Markram, qui est le leader effectivement de ce projet. C'est la suite du Blue Brain Project, qui est d'une ambition folle, démesurée et sans grand intérêt, qui consiste à simuler chaque synapse de chaque neurone de l'ensemble du cerveau humain. Il y a un petit peu de ça, il y a une ambition grandiose, effectivement, mais il n'y a pas du tout que cette idée-là. Il y a au contraire l'idée de construire des modèles hiérarchiques du cerveau humain, à la fois à un certain niveau de détail pour certaines structures particulières, comme la colonne corticale, dont j'avais parlé dans le cours de l'an dernier, qui est un élément clé et encore très mal compris de la computation dans le cortex, mais aussi d'arriver à des niveaux de description qui sont beaucoup plus cognitifs et qui donc vont nous intéresser directement pour cette chaire. Et je dois dire que je suis fier d'être responsable de l'un des piliers de ce projet cerveau humain, qui est le pilier justement des neurosciences cognitives. Il y aura donc de très nombreux axes dans ce projet, et l'un des axes importants, c'est le rassemblement sous forme d'atlas avec différents niveaux de résolution de l'ensemble des données connues sur le cerveau humain à différentes échelles. L'imagerie cérébrale va bien entendu jouer un rôle très important dans ce projet, et Neurospin, où je travaille, va être impliqué très directement dans la création de nouvelles cartes, en particulier des connexions et de la mise en relation des connexions avec les activations cérébrales, aussi bien d'ailleurs chez l'adulte que chez l'enfant. Et il y aura également un effort théorique absolument majeur dans ce projet. Il ne s'agit pas simplement de simuler, d'ailleurs tout le monde est d'accord que reproduire dans un ordinateur toute la complexité du cerveau, ce n'est pas ça qui va nous permettre de comprendre le cerveau. Mais il y a au contraire un effort théorique majeur qui va être mené avec une reconnaissance très forte d'ailleurs des mathématiques françaises et de l'informatique théorique française. Alain Destex dirigera cette partie du projet qui va consister à créer un institut de neurosciences théoriques. Et dans ce contexte, la France devrait jouer un rôle important dans la création de modèles de niveau intermédiaire qui ne vont pas reproduire toute la complexité du système nerveux, mais qui vont au contraire essayer de s'en abstraire et de créer ce qu'on peut appeler des lois de passage d'un niveau à un autre. Et, le cerveau peut être décrit à différents niveaux de complexité, j'en parle souvent dans ce cours, et c'est un petit peu comme en thermodynamique. On peut avoir une description atomique, mais on doit aussi essayer d'avoir une description macroscopique des paramètres comme la pression d'un gaz, et la thermodynamique permet de créer des lois de passage d'un niveau à l'autre. Eh bien, évidemment, la complexité du système nerveux est infiniment plus grande, mais on va essayer de trouver des lois de passage d'un niveau à l'autre, depuis le niveau moléculaire jusqu'au niveau de la cellule, depuis le niveau de la cellule jusqu'au niveau des circuits, et bien sûr, les lois d'apprentissage qui permettent d'internaliser des représentations cognitives. Le projet n'est pas seulement bottom-up, c'est-à-dire décrire toute la complexité du système nerveux et reconstruire progressivement une simulation, mais il est aussi top-down, c'est-à-dire partir de la fonction, et on a identifié un certain nombre de fonctions fondamentales, dont l'apprentissage statistique fait partie, et la reconstruction progressive des mécanismes qui sous-tendent ces fonctions. Donc c'est un très grand projet. Je suis très heureux que l'Europe ait vu que la recherche sur le cerveau était l'un des axes les plus importants de la recherche actuelle. Et je pense que si vous avez des questions sur ce sujet, on pourra en reparler à la fin de ce cours. Alors je reprends maintenant mon cours donc, sur le bébé statisticien. Ce n'est pas sans rapport d'ailleurs, parce que si on comprend comment le bébé internalise des représentations du monde extérieur, on pourra et c'est un autre axe du projet cerveau humain, on pourra simuler à une vitesse beaucoup plus grande que la réalité les apprentissages. Et je dois souligner qu'une des choses qui m'a beaucoup attiré vers ce projet cerveau humain, c'est la capacité
qui est déjà un fait aujourd'hui, qui n'est pas un rêve pour le futur, c'est un fait aujourd'hui que l'on peut simuler avec des puces électroniques spécialisées, plusieurs millions de neurones avec un certain degré de réalisme et à des échelles temporelles qui vont jusqu'à 10 000 fois plus vite que la réalité. Et ça, c'est aujourd'hui le travail de Karl-Heinz Mayer en Allemagne, à Heidelberg, qui dispose de ces puces mixtes analogiques digitales. Donc on pourra simuler une sorte de bébé digital si on infère correctement les règles d'organisation et d'architecture. Et l'intérêt de ces simulations, c'est que pouvant aller beaucoup plus vite que la réalité, elles pourront simuler une période d'apprentissage dans un temps beaucoup plus compact. Peut-être pourra-t-on simuler 1 an d'apprentissage, on va parler aujourd'hui de la première année de vie du bébé, simuler 1 an d'apprentissage en peut-être quelques heures de simulation sur ordinateur spécialisé. Donc ces puces neuromorphiques vont aussi transformer le paysage de ce qu'on est capable de faire comme simulation. Aujourd'hui, il faut savoir qu'avec un ordinateur conventionnel non spécialisé, les simulations de réseaux de neurones typiquement vont beaucoup plus lentement que la réalité et vont prendre par exemple plusieurs heures pour simuler 1 seconde d'évolution de ce réseau de neurones. Donc ces évolutions technologiques vont bénéficier aux neurosciences et l'intégration des neurosciences et de la psychologie dans des modèles cohérents, personnellement j'en attends beaucoup. Je reprends mon cours, sans me laisser plus distraire par cette perspective grandiose, pour vous dire que donc on avait laissé dans le cours de la semaine dernière, on était resté à cette notion d'un cerveau de bébé capable déjà, dès le plus jeune âge, d'avoir des réponses à la nouveauté. Et ces réponses à la nouveauté, par exemple ici, lorsqu'on répète 4 fois la même syllabe ba et qu'ensuite on change et qu'on passe à une syllabe ga, ces réponses à la nouveauté sont similaires déjà à celle du cerveau de l'adulte. On observe une réponse de mismatch qui est semblable fonctionnellement à la mismatch négativité qu'on peut observer chez l'adulte, et elle montre que le cerveau de l'enfant est déjà capable d'anticipation sur la base d'apprentissage très élémentaire. Ici, on pense qu'il apprend quelque part la répétition de la syllabe ba, 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 et qu'il détecte la déviation de la syllabe ga de ce modèle de répétition. On a vu différentes données qui permettaient de penser que le cerveau était très sensible dès le plus jeune âge, peut-être même dès le point de départ de son fonctionnement chez le prématuré, à l'internalisation de ce genre de règles élémentaires. Et à la fin du dernier cours, je vous avais suggéré que ces signaux d'erreur permettaient d'ajuster des modèles internes de plus en plus abstraits du monde extérieur. Alors c'est de cela dont il va s'agir aujourd'hui dans le domaine du langage. La question que je voudrais poser aujourd'hui, c'est ce type de signaux d'erreur est-il utilisé par l'enfant pour stabiliser à long terme, et non pas seulement à ce court terme de quelques secondes d'expérience, des représentations internes de sa langue maternelle. Et cet apprentissage du langage est évidemment l'un des plus importants apprentissages qui se passe dans la première année de vie. Nous allons y consacrer les 3 prochains cours, dans la mesure où les modèles bayésiens, les modèles statistiques, permettent peut-être de jeter un éclairage sur les apprentissages de l'enfant à différents niveaux de complexité. Je voudrais rappeler que le langage est peut-être une partie de l'environnement de l'enfant qui finalement présente la plus grande complexité puisqu'il est organisé de façon hiérarchique avec plusieurs niveaux d'organisation. Et l'enfant va donc devoir apprendre à la fois l'organisation des sons du langage, le système phonologique propre à sa langue maternelle, l'organisation phonotactique, c'est-à-dire les séquences de phonèmes permissibles, et puis bien sûr la prosodie de sa langue. Mais il va aussi devoir apprendre la forme particulière que prennent les mots, le lexique particulier. Nous choisissons certaines séquences de phonèmes et de syllabes pour former des mots. Il va devoir attacher à ces formes des mots des sens, et ça on en parlera dans le cours de la semaine prochaine. Ce sera l'objet d'un cours tout entier, dans la mesure où on peut vraiment s'interroger. Il y a des données assez précises sur la manière dont le cerveau attache un sens à une forme. Et puis, bien sûr, apprendre des règles syntaxiques qui permettent de combiner ces mots entre eux. Et là, ce sera l'objet du dernier cours. Et puis, il faut considérer que les modèles bayésiens ne sont pas seulement des modèles intéressants pour l'apprentissage, bien que ce soit l'objet principal de ce cours cette année, mais l'an dernier, j'avais parlé aussi du potentiel des modèles bayésiens pour le traitement en temps réel de l'information, et notamment donc, lorsqu'on écoute un mot particulier, par exemple, reconstruire de façon hiérarchique, inférer quelle était l'intention du locuteur, ce qu'il a voulu dire, quel est le mot qu'il a prononcé, etc. Alors il existe des modèles extrêmement intéressants, bayésiens, de l'accès au lexique, comment le cerveau fait pour isoler un mot parmi tous les candidats possibles pour ce qu'on a entendu, et puis des modèles statistiques de la grammaire.
Et ça, c'est un point assez intéressant. On voit émerger maintenant des modèles dans lesquels il y a un très grand parallélisme et dans lesquels de très nombreuses règles grammaticales possibles sont activées en même temps et sont sélectionnées sur la base d'une inférence statistique. Enfin, et je pensais en parler dans le tout dernier cours, mais je crois que je réserverai ça pour un cours ultérieur, tellement c'est un sujet vaste, il est possible d'utiliser les modèles bayésiens pour tirer des inférences de très haut niveau sur les intentions du locuteur. J'en ai parlé un petit peu dans le premier cours en vous montrant que l'enfant, le bébé, était sensible très rapidement aux intentions de la personne, à la manière dont elle échantillonnait, par exemple, un ensemble. Mais on peut aller beaucoup plus loin et peut-être rendre compte de certaines inférences dans le domaine du langage sur ce qu'a voulu dire la personne qui est en face de nous. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les deux premières étapes de cet apprentissage hiérarchique, c'est-à-dire l'apprentissage des sons du langage et l'apprentissage de la forme des mots. Quelles séquences sont des mots et quelles séquences ne sont pas des mots. Alors, commençons donc par l'apprentissage des sons du langage, phonologie et prosodie. Et ici, je dois dire que j'ai plaisir à rendre hommage à des personnes qui, en France, ont joué un rôle très important, et je vais essayer de retracer peut-être 30 ans ici de recherche sur l'apprentissage du langage chez le très jeune enfant. Mais donc, vous voyez ici Jacques Meller et un membre de son équipe, Josiane Bertoncini, qui ont joué un rôle très important dans la définition de méthodes et l'obtention des premiers résultats sur les toutes premières étapes de l'apprentissage du langage chez le nouveau-né. La méthode qui a été utilisée ici, on peut concevoir que ce n'est pas évident de poser la question à un très jeune enfant, est-ce qu'il est capable de discriminer des sons et des objets aussi complexes que des phrases de sa langue maternelle à quelques jours de vie. La méthode qui était utilisée était une méthode fondée sur des travaux antérieurs de Peter Hymas, et c'est la succion non nutritive. L'idée est que le bébé a un réflexe de succion, mais qu'il est capable en partie de le contrôler. Et l'observation empirique est que ce réflexe de succion dépend en partie de ce que le bébé peut entendre en même temps. Donc dans ces expériences, on couple la détection de la succion à l'audition d'un son particulier. À chaque fois que l'enfant va téter, ça va déclencher l'audition d'un son. L'enfant va détecter cette contingence et va se mettre à téter de plus en plus pour entendre les sons. Et puis, il va s'habituer si on répète toujours les mêmes sons. Et à ce moment-là, on va changer de son et on va regarder si l'enfant se remet à téter de façon plus intense, ce qui indiquera qu'il a détecté le changement de son par rapport à un groupe contrôle qui, lui, continue avec le son plus ancien. C'est une méthode simple qui fait appel, comme toujours, un petit peu comme en éthologie. C'est une sorte d'éthologie humaine dans laquelle on fait appel à un comportement spontané de l'enfant, cette succion non nutritive, et on va la coupler avec la question qui nous intéresse, qui est celle du traitement du langage. Alors, dès le départ, il y a eu des recherches, évidemment, qui sont posées la question de savoir à quel âge est-ce que, très précocement, dès la naissance, les enfants avaient enregistré des informations sur la langue qu'ils reçoivent et aussi sur les voix qu'ils reçoivent. Un travail très précoce, ce qui a porté sur cette question, le travail de Casper et Pfeiffer, a montré que les nouveau-nés de quelques jours étaient déjà capables de réagir, de préférer, d'avoir une réaction de préférence à la langue de leur mère, ce qui suggérait que la langue de la mère, qui est présente dans l'environnement, a été internalisée, en tout cas certains de ses paramètres, extrêmement précocement. Donc dès 1980, ces recherches se mettent en place et c'est l'époque donc où Jacques Meller ouvre son laboratoire, développe cette méthode de succion non nutritive en France, et une des phases importantes de ce travail a été la démonstration, à travers des expériences répétées, que les nouveau-nés de quelques jours, à cette époque, sont déjà sensibles aux paramètres sans doute prosodiques de leur langue maternelle. Les enfants sont habitués à écouter une langue, des phrases d'une langue, des phrases qui ne se répètent pas, mais qui sont extrêmement variées. Et par exemple, lorsqu'ils sont habitués à écouter du russe, et qu'ensuite, après cette habituation, donc cette décroissance des taux de succion ici, on change et les phrases passent dans une autre langue, qui est le français, eh bien les enfants français ici se mettent à récupérer des taux de succion élevés par rapport à ceux qui continuent à écouter du russe, ce qui suggère qu'ils ont discriminé les deux langues. Et en fait, on peut montrer qu'ils discriminent des familles de langues sur la base de leur pattern prosodique, le déroulé de leur prosodie. Ces recherches sont relativement bien contrôlées dans la mesure où, par exemple, si l'on prend exactement le même stimulus, mais qu'on joue maintenant les phrases en marche arrière, donc on brise des informations qui sont présentes dans la parole naturelle, c'est un des stimuli de contrôle qui est souvent utilisé dans ces études sur le langage, puisque ça permet de garder toutes les fréquences
identiques, et dans une certaine mesure la complexité des transitions, mais évidemment de violer, si on peut dire, les attentes d'un système qui est accordé aux paramètres de la parole naturelle. Et bien lorsqu'on joue ces phrases à l'envers, cette discrimination disparaît. Donc l'enfant semble être sensible à des paramètres particuliers de la parole jouée à l'endroit. Il a quelque part, déjà dès quelques jours de vie, accordé son système à certaines caractéristiques de sa langue maternelle, de la famille prosodique de sa langue maternelle. Alors la question se pose évidemment de savoir quand démarre cet apprentissage et s'il est possible que l'apprentissage ait eu lieu dans les tout premiers jours de vie ou si, au contraire, il a peut-être déjà eu lieu in utero. Et les recherches à l'époque montraient que si on prend des nouveau-nés dès la naissance, vraiment avec quelques heures de vie, ce comportement n'était pas observé. Donc ça, ce sont des recherches qui n'ont pas été publiées à l'époque, mais c'est toujours très difficile d'interpréter des résultats négatifs. Il existe quelques résultats positifs qui suggèrent que peut-être dans les dernières semaines de gestation, l'enfant est déjà capable de mémoriser certains aspects, prosodiques probablement, de ce qu'il entend. Vous savez que le bébé peut entendre in utero, il y a une sorte de filtrage qui est fait évidemment par la paroi de l'utérus, et donc c'est essentiellement les basses fréquences qui vont passer et qui vont pouvoir être entendues par l'enfant. Et alors, des recherches, toujours du groupe de De Casper, suggèrent que lorsque la mère lit à haute voix un passage, pendant les 6 dernières semaines, de façon répétée, eh bien ce passage va pouvoir être reconnu et le comportement du nouveau-né lorsqu'il entend ce passage à la naissance va être différent de son comportement lorsqu'il entend un passage qui n'a pas été entendu. Donc il pourrait y avoir déjà une forme d'enregistrement de certaines caractéristiques de la parole à cet âge, et y compris on peut tester les enfants non seulement après la naissance, mais in utero. Et à l'époque déjà, donc toujours le groupe de De Casper montrait que le rythme cardiaque du fœtus, à 37 semaines de gestation, se ralentit, ce qui est aussi une forme de réponse spontanée, lorsqu'il entend un passage que sa mère a lu par rapport à un passage que sa mère n'a pas lu. Donc la suggestion, c'est qu'il y a déjà une certaine forme de sensibilisation à ce que l'enfant entend, et que ce sont sans doute les paramètres prosodiques, lents, de basse fréquence, qui font l'objet d'un apprentissage dès cette période. Évidemment, tout n'est pas encore en place à cette période, bien loin de là, et l'une des choses la plus importantes qui va changer dans la première année de vie, c'est l'acquisition de discrimination phonologique. Les bébés vont converger vers les catégories phonétiques de leur langue entre 6 et 12 mois, suivant les catégories. Vous savez que les langues du monde diffèrent suivant leur inventaire phonologique. Et peut-être ce qui est le plus évident pour nous, c'est lorsque nous accueillons un collègue japonais, un ami japonais, on est frappé de voir qu'il n'arrive pas à discriminer les R des L, alors que pour nous, ça nous paraît complètement évident qu'un R et un L sont des phonèmes complètement différents. Mais le R et le L ne font pas partie de l'inventaire des phonèmes, c'est-à-dire des catégories minimales qui discriminent les mots dans la langue japonaise. Et bien, évidemment, nous avons une forme d'illusion qui est que nous sommes supérieurs d'une certaine manière, nous avons un inventaire plus grand pour le R et le L, mais il existe bien d'autres phonèmes dans les langues du monde qui ne sont pas discriminés en français. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est de constater qu'à la naissance, les enfants ont des caractéristiques de discrimination qui sont meilleures. Ils discriminent un éventail de phonèmes beaucoup plus grand et finalement qui déborde celui de leur langue maternelle, et ils vont converger progressivement vers l'inventaire de leur langue maternelle. Ce travail tout à fait classique de Werker et Thies le montrait déjà en 1984. La méthode, ici, est différente de celle de la succion. La méthode est celle de l'orientation de l'enfant à un stimulus qui change. Patricia Kuhl était venue nous parler, elle a fait une belle démonstration de cette méthode qui consiste à présenter des syllabes à l'enfant de façon répétée en périphérie, et à un moment la syllabe change. Et si l'enfant se tourne pour, par curiosité peut-être spontanément, aller voir ce qui a changé, eh bien il est renforcé dans le fait de se tourner par une petite machine, un clown qui se déclenche avec une lumière qui attire son attention et qui le renforce, qui lui fait plaisir. Donc, au cours de l'expérience, l'enfant apprend qu'il doit se tourner, qu'il peut se tourner, qu'il sera renforcé pour se tourner au moment où le son change. Et on peut tester de cette manière-là combien d'enfants arrivent à discriminer différents changements de catégories phonologiques. Alors, en utilisant cette méthode, dans une première expérience, Werker et Thies montre que si l'on teste des bébés de 6 à 7 mois,
ils sont capables de se tourner pour un changement phonologique qui ici, que je n'arrive pas à prononcer, qui est propre à une langue salish, Thompson, et c'est un contraste que les enfants font à 6-7 mois, ici, les enfants sont capables de discriminer, mais que les Anglais adultes, les anglophones adultes, font beaucoup moins. Vous voyez, ils n'entendent pas autant que les enfants la différence qui est faite. Et bien entendu, les adultes natifs de cette langue salish sont capables de faire cette discrimination à 100%. Donc on voit plusieurs choses. Ici, on voit que les adultes diffèrent dans leur capacité de discrimination phonologique, et on voit que les bébés de 6 à 7 mois anglophones, de milieu anglophone, sont meilleurs que les adultes. Et dans les expériences suivantes, Werker et Thies vont montrer effectivement qu'il y a une perte au cours de la première année de vie des capacités de discrimination. Il y a une sorte de sélection qui se produit, comme s'il y avait un éventail d'hypothèses, c'est assez compatible avec cette idée du cerveau statisticien, il y a un éventail d'hypothèses sur les contrastes disponibles dans la langue, et il va y avoir une sélection des contrastes pertinents. Donc ce que vous voyez ici, c'est une première recherche qu'on appelle cross-sectionnelle, c'est-à-dire que les enfants sont testés à des âges différents, chaque enfant est testé une fois, donc il y a des enfants de 6-8 mois, 8-10 mois, 10-12 mois, et ils sont testés ici sur deux contrastes différents. Le ta-ta-indi, qui est un ta rétroflexe, où la langue est mise en arrière, que je n'entends pas, et puis ce contraste kiki en salish. Et vous voyez que dans les deux cas, les enfants les plus jeunes discriminent, et à mesure qu'on s'avance vers 10-12 mois, la discrimination disparaît, alors qu'elle reste. Ici, vous avez des enfants natifs de la langue hindi, ou natifs de cette langue salish, et vous voyez qu'à 10-12 mois, ils conservent, bien entendu, ils en ont besoin pour leur langue, ils conservent de cette discrimination phonétique. Donc, une convergence qui est confirmée par des données longitudinales, et c'est vraiment un travail très solide de Werker et Thies qui a eu une influence considérable. Hein. Et ici, ce sont donc des données longitudinales où les mêmes enfants sont testés plusieurs fois, et vous voyez qu'on réplique ce patron de réponse. À 6-8 mois, tous les enfants discriminent. Vers 8-10 mois, les réponses commencent à fléchir, et vers 10-12 mois, 11-12 mois, la discrimination disparaît. Alors, ce travail qui a été très influent, a été répliqué de nombreuses fois. Je ne parlerai pas de toutes les réplications, je dirais simplement que, et notamment par Patricia Kuhl, hein, que le consensus actuel, c'est que pour les consonnes, donc l'apprentissage se fait entre 6 et 12 mois, en tout cas la convergence de cet apprentissage, pour les voyelles, ce serait plus précoce. Et la convergence serait déjà faite vers 6 mois. Et il y a même un travail très récent qui suggère que peut-être déjà in utero, il y a une altération de la perception des voyelles. C'est possible parce qu'une partie de l'information sur les voyelles, qui est plus lente, va pouvoir passer in utero. Et un travail donc du groupe de Lagerkrantz et de Patricia Kuhl, comparant des enfants des deux pays, en Suède et aux États-Unis, montre que donc peut-être déjà les voyelles ont été altérées par la perception in utero et que ça peut se percevoir dès la naissance. Donc une convergence progressive qui ne peut se faire évidemment que sous l'influence de la langue maternelle, dans la mesure où ces réponses diffèrent suivant la langue maternelle des enfants. Ce résultat, donc sur la convergence phonologique, est confirmé par des enregistrements des potentiels évoqués. Ici, une collaboration entre l'équipe de Ghislaine de Haen-Lamberts, Marcela Peña et Janet Werker, qui était à l'origine de ce travail en 1984. Les potentiels évoqués, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, peuvent nous donner des indications sur la perception catégorielle des phonèmes. Et donc ici, les chercheurs choisissent un continuum physique des stimuli, dont je vous avais parlé la semaine dernière. Je vous avais parlé de ce contraste entre ba et da, mais de ce côté-ci du continuum, il existe un deuxième contraste, da-da, qui est utilisé dans certaines langues, comme l'hindi en particulier. Et les bébés, nous pouvons prédire que des enfants donc anglophones devraient, à l'âge de 9 mois, discriminer les deux frontières catégorielles, alors que si ce sont des enfants anglophones ou d'ailleurs de nombreuses autres langues, comme le français, hein, eh bien, ils devraient discriminer à 12 mois uniquement la frontière qui est pertinente dans leur langue. Et donc, la prédiction qui est très simple ici, c'est que la discrimination devrait être observée lorsque on passe de la répétition de da, 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 da à une syllabe ba, mais à 12 mois, on ne devrait plus observer de réponse à la nouveauté lorsqu'on fait da, da, da et qu'on passe à la syllabe rétroflexe da. Vous voyez que tout ceci est comparé évidemment à la situation de contrôle où on répète de façon systématique la syllabe da. Donc l'enregistrement des potentiels évoqués montre effectivement
une réponse à la nouveauté, dont je vous avais parlé la semaine dernière, cette mismatch. Et donc on voit bien ici la répétition des 3 premières syllabes et la réponse à la 4e qui montre une réponse à la nouveauté. Mais l'important, c'est donc comment cette réponse varie suivant la frontière qui est utilisée et suivant l'âge des enfants. Et on voit très bien ici qu'à 9 mois, la réponse à la nouveauté est observée pour les 2 frontières, alors qu'à 12 mois, la réponse à la nouveauté n'est observée que pour la frontière native, celle qui est utilisée dans la langue maternelle des enfants, mais pas pour l'autre frontière. Donc il y a bien confirmation qu'il y a quelque chose qui se perd, et aussi que ces réponses à la nouveauté ne sont pas simplement des effets d'habituation physique, mais traduisent quelque part la mise en place de catégories phonologiques dans le cerveau de l'enfant. Il y a référence à une mémoire à long terme des catégories phonologiques de la langue. Dans le même travail, qui vient d'être publié donc, dans le Journal of Neuroscience il y a quelques mois, les auteurs posent une autre question qui est intéressante, c'est la question de la quantité d'exposition à la langue. On pourrait penser que si c'est un apprentissage statistique, plus il y aura d'exposition à la langue maternelle, plus l'apprentissage va être précoce. Et donc peut-être on pourrait accélérer cet apprentissage. Une situation dans laquelle il y a une exposition plus précoce est évidemment celle de la prématurité. Les enfants qui sont nés prématurés, qui peuvent être nés jusqu'à 6 mois et demi, de gestation, vont avoir, en tout cas pour ceux d'entre eux qui sont les mieux portants, qui vont pouvoir être avec leurs parents et qui vont donc être exposés à la langue maternelle, ils vont avoir une exposition de plusieurs mois supplémentaires. Et la question qui se pose, c'est est-ce que ça va leur permettre de stabiliser plus précocement les catégories phonologiques de leur langue maternelle? Ou bien est-ce qu'il faut un certain degré de maturation cérébrale avant que ces apprentissages soient possibles? Alors, pour tester cette question, donc, outre les enfants de 9 et 12 mois nés à terme que je viens de vous présenter, les auteurs testent également des prématurés nés avant le terme et qui bénéficient de près de 3 mois supplémentaires d'exposition au langage. Ils vérifient qu'on choisit évidemment des prématurés neurologiquement normaux et on vérifie qu'ils ont été bien exposés à leur langue maternelle, qu'il n'y a pas eu de privation sensorielle pendant cette période. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir que si on considère l'âge après le terme, ces 2 groupes ne diffèrent pas. Donc, lorsque vous comparez les enfants normaux et les enfants prématurés 9 mois après le terme, qui aurait été le terme normal de la grossesse, vous voyez que les enfants continuent de discriminer les 2 catégories, les 2 frontières, et lorsque vous considérez cette fois-ci les enfants 12 mois après le terme normal de la grossesse, vous voyez qu'aussi bien les enfants nés à terme que les enfants nés prématurément ont perdu la frontière qui n'est pas utilisée dans leur langue maternelle. Donc le groupe intéressant, c'est celui des prémas de 9 mois ici, puisque ces prémas-là ont eu 12 mois d'exposition à la langue maternelle, mais ils ne sont pas comme les enfants normaux qui ont eu 12 mois d'exposition. Donc quelque part, les 3 mois supplémentaires d'exposition de ces enfants prématurés ne leur ont pas permis de stabiliser les catégories phonologiques de leur langue maternelle. Donc, on voit ici une chose importante, c'est que bien qu'on parle d'apprentissage statistique, il faut toujours se souvenir que ces apprentissages statistiques sont soutenus par une architecture cérébrale, et il semble bien que cette architecture cérébrale ne soit pas suffisamment en place chez les enfants prématurés, en tout cas pas avant les dernières semaines du terme normal de la grossesse, pour permettre un apprentissage phonologique. Donc, c'est important sur le plan, je dirais, presque épistémologique. On n'est pas ici dans un modèle d'apprentissage où le cerveau est capable d'absorber n'importe quelle régularité du monde extérieur. Cette capacité d'internaliser des modèles du monde extérieur s'appuie sur un modèle génératif capable de générer des hypothèses et de sélectionner sur la base d'une règle d'apprentissage. Et si ces architectures ne sont pas en place, eh bien, l'exposition ne suffit pas à l'apprentissage. Alors, peut-être êtes-vous un peu incertain sur les conclusions qu'on peut tirer, puisque la semaine dernière, je vous montrais que les prématurés de 6 mois et demi avaient des réponses à la nouveauté lorsqu'on répétait une syllabe et qu'ensuite on changeait de syllabe. Mais donc, il faut bien comprendre les échelles temporelles de ces 2 tests différents. Les bébés prématurés montrent des réponses à la nouveauté dans ce paradigme à court terme, on présente une syllabe répétée et ensuite on change. Donc, ils discriminent les syllabes, mais ils n'enregistrent pas ces informations sur le long terme, comme le montre l'expérience que je vous présente aujourd'hui. Et donc, cet enregistrement qui permet d'altérer le modèle interne de la langue maternelle ne se produit que plus tard. Alors, est-ce que c'est vraiment la naissance
qui est le point clé pour ces apprentissages. Je vous ai montré il y a une seconde qu'il y avait quand même des apprentissages dans les dernières semaines de la grossesse, donc il n'est pas exclu que cette expérience ne soit pas tout à fait sensible et que si on testait vraiment systématiquement des prématurés qui sont nés, par exemple, à 8 mois au lieu de 9 mois de grossesse, le dernier mois supplémentaire d'apprentissage, on pourrait, avec des méthodes plus fines, peut-être détecter qu'il y a eu une période d'apprentissage dans cette période-là. Mais de façon générale, on pense que jusqu'aux dernières semaines de grossesse, le bébé n'a pas encore une capacité sur le plan neurologique de stabiliser sur le long terme les catégories phonologiques de sa langue maternelle. Alors, tout ceci est bel et bon. Je parle du bébé statisticien. Je crois que c'est clair que ces apprentissages sont nécessairement dus à une internalisation des statistiques de la langue maternelle, mais est-ce qu'on peut le prouver de façon plus directe ? Et là, il y a une expérience très intéressante, toujours du groupe de Jeannette Werker en 2002, qui montre que les enfants, effectivement, sont sensibles aux distributions statistiques des phonèmes de leur langue, ou plutôt de l'environnement qu'ils entendent. Donc, un test direct de la sensibilité aux statistiques de la langue. Alors, l'expérience est la suivante. Elle consiste à prendre des enfants de 6 et 8 mois, de familles anglophones, et de modifier leur environnement très légèrement pendant la période du test sur un continuum qui va de da à ta. On va exposer les enfants pendant seulement 2 minutes à 6 blocs de 16 syllabes qui sont pris sur ce continuum da et ta, mais il va y avoir 2 groupes d'enfants qui vont être traités différemment sur le plan des statistiques de ce qu'ils entendent. Vous voyez ici la distribution des syllabes sur ce continuum donc, qui comprend 6 points. Un groupe d'enfants va être surtout stimulé avec des syllabes qui sont au centre de ce continuum et qui forment une seule distribution gaussienne, centrée sur le centre de ce continuum physique, tandis que l'autre groupe d'enfants va être testé avec une distribution bimodale, qui a clairement 2 pics, avec des syllabes qui sont d'un côté du continuum et d'autres syllabes qui sont de l'autre côté du continuum. Alors c'est intéressant parce que c'est un problème tout à fait classique dans le domaine de l'apprentissage bayésien, ce qu'on appelle l'identification d'un modèle avec une gaussienne, un modèle avec 2 gaussiennes, l'identification d'une distribution. Et les modèles bayésiens sont tout à fait appropriés pour répondre à cette question. Est-ce qu'il y a plus d'évidence en faveur d'une distribution unimodale ou d'une distribution bimodale ? Et on sait qu'un modèle bayésien peut, sur la base de statistiques même assez faibles, comme celle d'ici, converger très rapidement vers l'hypothèse qu'il y a 2 catégories ou qu'il y a une seule catégorie. C'est un problème classique en informatique. La question, c'est bien sûr, est-ce que les très jeunes enfants sont déjà capables de faire ce genre d'inférence et donc de modifier légèrement leur catégorie sur la base de ces informations distributionnelles. Alors pour le savoir, on leur fait entendre par la suite 2 sortes de stimuli, soit des alternances des syllabes 1 et 8, ce qui vont tester leur capacité de discriminer ces 2 syllabes, soit comme contrôle, la répétition de la syllabe 3 ou de la syllabe 8. Je crois qu'il y a une erreur, je crois que c'est la syllabe 6, donc 3 ou 6. Voilà. Donc le contrôle, c'est je répète toujours la même syllabe. Le test, c'est je vais faire alterner des syllabes très différentes. Et alors on voit que les 2 groupes ne se comportent pas de la même manière. La discrimination des syllabes 1 et 8 décroît dans le groupe qui a été stimulé de façon unimodale, alors qu'elle reste significative dans le groupe bimodal. Vous voyez qu'on a pris des enfants de 6 et de 8 mois, donc vous avez une ligne par groupe d'enfants, ici 6 mois unimodal, 8 mois unimodal, 6 mois bimodal et 8 mois bimodal. On a choisi cet âge parce que c'est un âge où on voit le début de la sensibilisation de l'enfant à ces catégories phonologiques. Et donc, si vous regardez attentivement, ce sont des résultats qui sont faibles. Et je dois dire que beaucoup de ces recherches chez l'enfant sont très difficiles et les statistiques ne sont pas toujours énormes. Donc c'est une preuve assez modeste. Mais le groupe unimodal présente moins de discrimination avec cette méthode visuelle ici que le groupe bimodal, qui a une différence nettement plus significative entre écouter des essais alternants et écouter les essais répétés. Donc avec les limites de la méthode, on peut penser que quelques minutes d'exposition ont suffi à l'enfant pour commencer à faire des statistiques appropriées et converger vers l'hypothèse qu'il y a là une frontière ou qu'il n'y a pas de frontière pour sa langue. Bien sûr, tout ceci va être sans doute renversé par l'exposition beaucoup plus intense qui va avoir lieu dans les mois qui suivent. Mais c'est une preuve donc que peut-être les enfants font déjà des statistiques. Alors si on va plus loin, on peut penser évidemment que ce que l'enfant va entendre dans la première année de vie va jouer un rôle crucial dans la vitesse avec laquelle il va pouvoir converger vers les catégories de sa langue maternelle. Et c'est l'hypothèse que teste Pat Cool ici, qu'en particulier, la clarté de l'élocution va jouer un rôle important. Alors vous savez que chez l'enfant, lorsqu'on s'adresse à des jeunes enfants,
eh bien, dans le monde entier, tous les locuteurs, toutes les langues du monde, semblent s'adresser aux très jeunes enfants avec une prosodie et des changements d'intensification des contrastes phonétiques qui sont assez particulières à la langue qu'on adresse au bébé, ce qu'on appelle le motherese ou mamané en français, presque une langue particulière, en tout cas une augmentation énorme des excursions prosodiques qui peut-être est là pour faciliter le travail d'apprentissage de l'enfant. On peut se demander si les locuteurs adultes, lorsqu'ils s'adressent aux enfants, ne modifient pas leur élocution pour faciliter, augmenter les discriminations qui vont permettre à l'enfant de capturer les catégories de sa langue maternelle. En tout cas, c'est un comportement tout à fait universel, très automatique, et il existe aussi des variations, évidemment, à l'intérieur de locuteurs dans l'intensité avec laquelle ces changements sont produits. Et donc, dans ce travail de Liu, Kuhl et Cao, ils s'intéressent à la variabilité interindividuelle entre les mères dans leur intensification des contrastes entre les voyelles. Vous voyez. On peut définir ce qu'on appelle le triangle vocalique, ici, qui est fondé sur la première fréquence et sur, sur le deuxième formant, le premier formant et le deuxième formant dans cet espace donc, des fréquences présentes dans les sons du langage. Vous voyez qu'on peut placer les voyelles sur la base de leurs coordonnées dans le premier formant et dans le deuxième formant. Donc vous avez voyelle OU, voyelle A et voyelle I ici. Et différentes personnes peuvent être classifiées dans leur clarté d'élocution sur la base de la taille de ce triangle vocalique. Les personnes qui ont un grand triangle vocalique, donc on peut mesurer la surface tout simplement, ces personnes-là maximisent en quelque sorte les distances dans cet espace très simple des voyelles entre ces prototypes de voyelles OU, A et I. Alors la question très simple que posent Pat Kuhl et ses collaborateurs, c'est est-ce que l'enfant va être sensible à l'augmentation de ces différences entre les voyelles. Et effectivement, il trouve qu'à la fois à 6-8 mois et à 10-12 mois, eh bien, les enfants dont les mamans ont le plus grand triangle vocalique sont ceux qui ont les meilleures capacités de discrimination de ces voyelles. Donc il y aurait un lien, bon, c'est une corrélation, toujours difficile d'établir des causalités, mais il y aurait un lien entre la clarté des entrées linguistiques quant à l'enfant et sa capacité d'en faire des statistiques et d'en déduire des catégories présentes ou non dans sa langue maternelle. Donc à la fois l'expérience précédente où on manipule la distribution des entrées de l'enfant et cette expérience-ci suggère qu'il y a effectivement une forme d'apprentissage statistique. Et vous voyez à quel point c'est important, parce qu'on sait par la suite que la capacité phonologique va avoir une influence sur l'apprentissage du langage et également plus tard sur l'apprentissage de la lecture. Donc on peut penser qu'il est très important que l'enfant, dès cet âge, et à quel point ces apprentissages sont précoces, dès les premières semaines de vie, les premiers mois de vie, très important que l'enfant entende une langue qui lui est dirigée, qui augmente au maximum les contrastes à la fois prosodiques et phonologiques pour qu'il puisse apprendre les catégories de sa langue maternelle. Alors cela dit, Pat Kuhl mène également des expériences pour regarder si on pourrait intensifier ces apprentissages et peut-être préserver la discrimination de catégories qui sont présentes dans des langues que l'enfant n'entend pas autour de lui. C'est une idée intéressante que peut-être on pourrait augmenter la capacité d'apprentissage d'une seconde langue en exposant l'enfant très précocement, dans la première année de vie, par exemple ici à des contrastes du chinois. Alors, en collaboration avec un collègue chinois, deux collègues chinois, Pat Kuhl mène ces expériences donc pour savoir si exposer des enfants américains à la langue chinoise pourrait leur permettre de maintenir les catégories qui ne sont pas présentes dans leur langue maternelle. Donc l'expérience est assez simple. Elle était venue d'ailleurs nous l'expliquer ici. Je pense que la vidéo est encore en ligne pour ceux qui veulent les détails sur le site du Collège de France. Mais les enfants sont exposés pendant une période assez brève de 12 sessions de 25 minutes à une locutrice du chinois qui leur parle, qui organise toute une petite session avec d'ailleurs plusieurs enfants en même temps et qui anime donc une sorte de jardin d'enfants miniature pendant quelques semaines. Et soit cette personne est chinoise, condition clé, ou bien il y a une condition de contrôle dans laquelle cette personne, tout aussi animée, etc., mais parle anglais. Eh bien, les résultats sont assez clairs. Donc, ils étudient une discrimination de consonnes du chinois mandarin que je ne m'aventurerai pas à prononcer parce que j'en serais bien incapable, mais vous voyez que ce sont des consonnes qui diffèrent légèrement dans la distribution de la période avant la voyelle ici. Eh bien, il y a un effet très important.
les enfants américains de 10-12 mois qui ont été exposés au chinois arrivent à des performances bien meilleures de discrimination de ces syllabes du chinois que les enfants américains qui ont été exposés à de l'anglais pendant ces 12 sessions. Donc il y a un effet. On peut effectivement modifier légèrement, alors on ne sait pas à quel point ça va durer, hein, mais on peut penser que peut-être ça permettra un réapprentissage ultérieur meilleur. En tout cas, ponctuellement ici, vers 10-12 mois, on a montré que biaiser les statistiques de l'environnement de l'enfant a permis de modifier, de faire durer plus longtemps cette discrimination catégorielle qui est présente précocement mais qui normalement disparaît. Vous voyez ici que les performances des enfants ne sont pas différentes. Ce sont ici des enfants américains exposés au chinois ou américains exposés à l'anglais. Leurs performances ne sont pas différentes d'enfants anglais ou d'enfants chinois, dont la famille parle chinois en permanence. Donc on a réussi à maintenir une discrimination au même niveau que celle d'enfants qui entendent du chinois en permanence dans leur environnement. Donc ça montre qu'il ne faut pas forcément des entrées extrêmement complexes, extrêmement répétées. Ici, 12 fois 25 minutes, ce n'est pas beaucoup. Mais il y a un point tout à fait crucial et qui nous amène à nuancer cette notion d'un cerveau statisticien. C'est que Patricia Kuhl mène ensuite une nouvelle expérience. Elle se dit, peut-être, c'est compliqué d'utiliser un locuteur du chinois qui s'adresse aux enfants. Est-ce qu'il ne suffirait pas d'utiliser des vidéos? Est-ce qu'il ne suffirait pas d'utiliser des bandes magnétiques dans lesquelles l'enfant entend simplement les contrastes du chinois? Et si on adhère de façon un petit peu naïve peut-être à cette vision bottom-up d'un cerveau statisticien qui se contente d'internaliser des statistiques de ses entrées, on pourrait penser que ça suffit. Eh bien, le résultat est extrêmement clair. C'est que les enfants qui sont simplement exposés de façon passive, si on peut dire, en tout cas face à un écran de télévision dans lequel il y a la même personne chinoise qui s'exprime avec la même clarté, etc., mais sans cette forme d'interaction avec les enfants, ces enfants-là ne préservent pas la discrimination du contraste qui est présent ici en chinois. Vous voyez, qui reste, même après exposition audiovisuelle avec une télévision de haute qualité qui joue donc une vidéo de cette personne chinoise pendant la même durée, hein, ou bien avec exposition audio seulement, ces enfants-là restent au même niveau que les enfants américains exposés à l'anglais et n'arrivent pas au même niveau que les enfants américains exposés au chinois. Déception, hein, ce serait formidable si on pouvait écouter des bandes magnétiques à cet âge-là, ou si on pouvait regarder des vidéos et préserver des catégories d'autres langues et peut-être se préparer à l'apprentissage des langues, mais ça n'est pas le cas. Et alors, la recherche en est là. Patricia Kuhl nous avait décrit les étapes ultérieures qu'elle entendait mener, c'est-à-dire essayer de minimiser les différences. Une des hypothèses, c'est qu'il faut avoir une sorte de contingence, c'est-à-dire que l'enfant doit être engagé dans un dialogue, en quelque sorte, dans lequel son attention est attirée parce qu'il y a une personne en face de l'enfant qui répond, qui s'interrompt au moment où l'enfant gazouille et qui, en quelque sorte, crée un cycle de réponse de l'adulte face à l'enfant. On ne sait pas très bien, donc Patricia Kuhl nous décrivait des expériences dans lesquelles elle essaie de rétablir une contingence avec la vidéo ou avec un ordinateur, mais un ordinateur qui serait minimalement sensible à ce que fait l'enfant et qui crée cette période d'alternance de dialogue avec le bébé. Bon, c'est une des hypothèses, on ne sait pas très bien, peut-être qu'il suffit d'avoir un visage en face de soi qui lui-même établit la contingence, donc peut-être qu'il regarde l'enfant, bon. Toute une série de recherches sont à mener, mais il est tout à fait clair qu'on ne peut pas avoir une vision strictement passive ou bottom-up de ces apprentissages. Quelque chose se produit dans le cerveau de l'enfant qui est sensible à la présence d'un interlocuteur. Et on a vu qu'à ces âges-là, déjà, les enfants sont sensibles à ce que font les personnes autour d'eux. Le fait qu'une personne échantillonne correctement ou pas, par exemple, un ensemble d'objets, les intentions des personnes autour des enfants, les enfants y sont éminemment sensibles dès cet âge. Donc on peut penser qu'il faut plus qu'une simple exposition passive, mais on ne sait pas exactement quoi. Sur le plan cérébral, ça veut dire sans doute que stabiliser les catégories phonologiques, ça n'est pas seulement un phénomène local au cortex auditif, mais ça dépend sans doute d'autres niveaux hiérarchiques dans le cerveau de l'enfant, et peut-être des niveaux sensibles au sens des mots, peut-être des niveaux sensibles aux intentions du locuteur. Et je pense qu'il faut essayer d'imaginer cet apprentissage comme n'étant pas strictement local. D'ailleurs, ce qu'on veut dire par phonème, ce n'est pas simplement des éléments qui sont distribués de façon différente dans la langue, dans l'environnement de l'enfant, mais ce sont des éléments qui discriminent des mots, c'est-à-dire qui permettent d'établir des discriminations lexicales. Et donc, il faut penser que, ici, l'apprentissage est dépendant en partie d'informations qui sont supraphonologiques, qui sont peut-être lexicales ou peut-être de plus haut niveau encore.
Voilà ce que je pouvais dire pour l'instant, puisque c'est une recherche en train de se faire, sur l'apprentissage des sons du langage. Je voudrais dire maintenant quelques mots sur l'apprentissage de la forme des mots, qui est l'étape suivante, où on va décider que certaines séries de phonèmes forment des mots. Alors, là encore, je suis heureux de rendre hommage à l'un des pionniers de ce domaine, que nous connaissions bien, qui est décédé malheureusement beaucoup trop prématurément, Peter Yushik, qui était pendant un moment dans le laboratoire de Jacques Meller, où nous étions nombreux à travailler, et qui est donc une des personnes qui, le premier, a démontré que les bébés dans la première année de vie, bien avant de pouvoir parler, ont déjà des représentations internes qui, en partie, internalisent des mots de leur langue. Alors, dans cette première expérience qui a été publiée dans le journal Science en 1997, des bébés de 8 mois étaient exposés pendant 10 jours à 30 minutes d'histoires pour enfants, et ces histoires étaient manipulées de manière à avoir un contenu particulier avec 36 mots qui étaient particulièrement fréquents dans ces histoires. Vous voyez ici certains de ces mots, sneeze, elephant, ants, grey, etc. Et Peter Yushik avait choisi 36 mots de contrôle qui n'étaient pas présents dans l'histoire qui était racontée aux enfants. Eh bien, le résultat, c'est que les enfants exposés aux histoires préfèrent écouter la liste de mots qu'ils ont déjà entendus. Donc, je rappelle que ces mots sont présentés ici au sein de phrases, au sein d'une histoire, et ensuite, au cours du test, ils sont présentés de façon isolée. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'il puisse y avoir un transfert de cette manière-là. Ça veut dire que, quelque part, l'enfant, pour certains de ces mots au moins, a été capable de les segmenter des phrases de départ, et lorsqu'il les entend en isolation, est capable de reconnaître que certains de ces mots sont présents. Vous voyez que les enfants n'ont pas le même comportement pour les mots issus de l'histoire et pour les mots distracteurs, alors que les enfants qui n'ont pas été exposés aux histoires n'ont pas cette différence de comportement. Bon, cette expérience est une première expérience, elle ne dit pas tout, elle ne dit pas exactement quels sont les indices qui sont utilisés par l'enfant pour segmenter, elle ne dit pas non plus exactement ce que l'enfant a reconnu, ça pourrait être simplement certaines syllabes, des mots qui sont présents. Des recherches ultérieures, je n'arriverai pas à les passer toutes en revue, mais montrent en particulier que les enfants sont sensibles à des indices, même extrêmement faibles, qui permettent de segmenter les mots. Et là, il faut citer les recherches d'Anne Christophe, qui est ici à Paris, qui dirige un laboratoire à l'École normale supérieure consacré à ces questions d'apprentissage du langage chez l'enfant, et qui était venu nous parler d'ailleurs l'an dernier, et qui a montré que les enfants, même de quelques jours de vie, ont la sensibilité nécessaire aux frontières minuscules qui sont présentes dans le signal qui distingue les frontières des mots. Donc elle avait fait des expériences où, par exemple, on prend une production naturelle comme panorama typique et on extrait le groupe de syllabes mati, qui, vous voyez, franchit la frontière de mots, panorama typique. Et puis, on peut prendre un autre mot dans lequel la même séquence de syllabes n'est pas à la frontière, peut-être, je ne sais plus, mathématicien, dans lequel il y a aussi mati. Alors, elle avait extrait ces syllabes et montré que même si on entend peu de choses, eh bien, les enfants de quelques jours ont la sensibilité nécessaire pour distinguer ces ensembles de syllabes et donc ont déjà une sensibilité aux indices de segmentation. Mais on peut penser aussi, évidemment, que les bébés vont être capables d'utiliser des indices statistiques. Et si on croit à cette hypothèse du cerveau bayésien, peut-être que des simples indices de distribution statistique des ensembles de syllabes vont suffire. Alors, c'est dans ce contexte que Jenny Safran a fait l'expérience dont je vous avais parlé la semaine dernière, qui consistait à manipuler l'environnement des enfants de manière à tester l'hypothèse que les pures statistiques, sans aucun indice du type donc présence de silence minuscule entre un ma et un ti quand c'est à la frontière d'un mot ou quand ça n'en est pas, ici, on enlève complètement ces indices acoustiques en présentant une série de syllabes régulières contrôlées par ordinateur, mais en manipulant les statistiques d'exposition de l'enfant. Je vous rappelle, je vais vous faire écouter une seconde ce stimulus. Voilà, on expose l'enfant à 2 minutes de ce type de séquence dans lequel des trisyllabes sont présents. Il y a le mot, entre guillemets, tokibu, le mot giboka, etc. Et ces mots sont mis bout à bout. Et alors évidemment, les probabilités de transition entre ces syllabes permettent de détecter qu'il y a effectivement des objets répétés trisyllabiques qui sont présents dans cette séquence. Alors, ce que montre l'expérience de Safran, c'est que les enfants sont sensibles à 8 mois à cette statistique, et en particulier, donc peut-être, il y a quelque part dans leur cerveau un détecteur qui est capable de dire au moment de la transition bou vers gui,
ben, cette transition-là, elle est de basse probabilité, elle est de probabilité 1/3. Alors qu'à l'intérieur des mots, cette transition entre la syllabe gui et la syllabe ko, elle est de probabilité 1. C'est-à-dire que quand j'ai la syllabe gui, je sais que la suivante va être ko et la suivante va être ba. Ça forme des mots. Alors, l'expérience de Safran montre donc que les enfants sont capables de segmenter et ensuite d'écouter plus attentivement lorsqu'on présente ce qui était des mots dans la séquence initiale par rapport à des parties de mots, c'est-à-dire la dernière syllabe d'un mot et les 2 syllabes suivantes. C'est intéressant parce que les enfants ont entendu les deux, mais l'un a une probabilité de transition qui est 1 et l'autre a une probabilité de transition qui est nettement plus faible, et les enfants ont l'air d'être sensibles à ces probabilités de transition. Je vous avais présenté ce travail la semaine dernière, donc je ne vais pas y revenir trop longuement, mais je voudrais vous parler des prolongements de ce travail. Parce qu'évidemment, ça ne suffit pas de montrer que l'enfant a une sensibilité aux probabilités de transition et que peut-être qu'il étiquette certaines transitions comme étant peu probables, mais Jenny Safran va beaucoup plus loin et essaye de montrer que ça peut jouer effectivement un rôle dans l'apprentissage des mots chez l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant va vraiment se servir de ce mécanisme pour découper le signal de parole et décider que là, ces 3 syllabes consécutives, ça forme un mot. Alors, première étape dans cette démonstration, il faut montrer que ça fonctionne effectivement dans la parole continue, dans la parole spontanée. Alors là encore, elle était venue nous en parler un petit peu l'an dernier, hein. Des enfants de 8 mois de familles anglophones sont exposés à des stimuli qui sont une sorte d'italien manipulé évidemment par l'expérimentateur, bien contrôlé, avec 6 syllabes par seconde, et dans lequel certains mots sont présents et d'autres ne le sont pas. Alors, je vous montre tout de suite les stimuli. Certains enfants sont exposés au langage 1A, dans lequel il y a, de façon répétée, des bisyllabes comme fuga ou melo. Et puis, d'autres items ne sont pas présentés du tout dans ce langage 1A. Donc, pané et théma ne sont pas présentés. Et puis, un autre groupe d'enfants est exposé au langage 1B, dans lequel c'est exactement l'inverse. Donc, les mots pané et théma sont présentés, les 2 autres ne sont pas présentés. Eh bien, les enfants préfèrent écouter les mots anciens par rapport aux mots nouveaux. Alors, ça montre qu'ils ont fait la différence, qu'ils ont, quelque part, comme dans l'expérience de Yushik au départ, utilisé l'information statistique présente dans la parole continue pour découper ces mots et se rendre compte, quand on les présente en isolation, que certains de ces mots étaient déjà présentés et d'autres ne l'étaient pas. Ce qui est un peu compliqué, si vous revenez peut-être sur les diapositives précédentes, c'est que d'une expérience à l'autre, les méthodes, de façon un petit peu compliquée, montrent que les enfants parfois préfèrent écouter les mots anciens et parfois préfèrent écouter les mots nouveaux. Alors ça, c'est quelque chose, moi j'ai regardé cette littérature encore récemment, qui n'est pas du tout clarifiée. Donc, les chercheurs, faute de mieux, se contentent de dire qu'il y a une différence significative, ça prouve que les enfants font la différence, mais pourquoi la différence est dans un sens parfois et dans l'autre sens d'autres fois, ça n'est pas parfaitement compris. Donc, je mentionne ça comme un bémol sur ces recherches chez l'enfant. Dans le cadre du cerveau statisticien, si on voulait modéliser le comportement de l'enfant, il faudrait modéliser également sa réponse d'orientation vers ces stimuli anciens ou nouveaux. Voyez. Et en soi, c'est un conditionnement. Ça veut dire que le regard de l'enfant est conditionné par ce qu'il entend. Alors, il semble bien qu'en fonction de la durée d'exposition de ce qui précède, il puisse y avoir des changements de comportement. Il est possible que lorsque l'enfant a été exposé à très peu de données, ici, vous voyez que c'est 2 minutes dans les expériences de Jenny Safran, eh bien, l'enfant préfère écouter les stimuli anciens parce qu'en quelque sorte, il va chercher plus d'informations. Son système de curiosité, qui sans doute fait partie de cet algorithme du cerveau statisticien, va s'orienter vers les stimuli anciens pour aller extraire plus d'informations. Et c'est une hypothèse, mais il est possible que lorsque les stimuli ont été exposés de façon beaucoup plus répétée, à ce moment-là, ce qui est appris, et l'enfant va s'orienter plutôt vers la nouveauté. C'est une hypothèse que je vous soumets. Je ne suis pas sûr qu'elle rende compte de l'ensemble de la diversité des résultats dans la littérature, mais juste pour vous signaler qu'on n'a pas pour l'instant de modèle complet de la raison pour laquelle l'enfant s'oriente parfois vers la nouveauté et parfois vers les stimuli anciens. En tout cas, ici, les résultats sont clairs parce qu'ils sont répliqués dans une première expérience, mais aussi dans une deuxième et même dans une troisième. Systématiquement, l'enfant discrimine les mots qui étaient présents dans le langage continu qu'il a entendu au départ, des mots qui n'y étaient pas présents. Alors, les expériences sont bien contrôlées. Ici, Jenny Safran fait un travail tout à fait remarquable. Donc, dans l'expérience 2, vous voyez que dans l'expérience 1, les mots de contrôle ici n'étaient tout simplement jamais présentés du tout. Pour mieux contrôler ce qui se passe, dans l'expérience 2, Jenny Safran ne présente toujours pas ces mots, mais présente leurs syllabes isolées.
Donc les phrases mentionnent, par exemple pour le groupe du langage 2A ici, donc il y a clairement le mot fuga, il y a clairement le mot mélo, il n'y a pas le mot pané, mais il y a la syllabe pas, et à d'autres moments il y a la syllabe né. Donc du point de vue des syllabes, toutes les fréquences sont égalisées. Du point de vue des mots, par contre, le mot fuga est dans le langage de départ, le mot pané n'y est pas. Et les enfants continuent de faire la différence entre ces mots-là. Donc c'est bien l'assemblage de deux syllabes pour former des mots qui est utilisé par les enfants ici. Et ce test permet d'exclure que ce soit simplement la fréquence de certaines syllabes qui explique le comportement des enfants, ce qui pouvait être le cas dans l'expérience de Yushik au départ. Donc c'est la première preuve tout à fait claire que les enfants extraient quelque chose de particulier aux statistiques de la transition entre les mots dans de la langue continue. Dans l'expérience 3, on montre que c'est vraiment la fréquence qui compte, c'est-à-dire que tous les mots sont présentés, mais certains de ces mots sont présentés avec une fréquence 3 fois plus grande que les autres, et ça suffit à créer un comportement différent pour les mots fréquents et pour les mots rares dans la langue continue. Donc, les enfants utilisent les statistiques de fréquence de transition entre syllabes pour extraire des mots et sont capables de les repérer lorsqu'ils sont présentés en isolation. Alors, est-ce qu'ils sont capables de leur attacher un sens? Parce que l'idée, c'est que ces mécanismes qui découpent la série de syllabes dans les entrées de l'enfant va en quelque sorte créer des entrées lexicales, des candidats pour être des mots, mais encore faut-il les attacher à des sens. Alors, je reviendrai sur la manière dont le cerveau attache des sens à des formes la semaine prochaine, mais ici, je voudrais juste mentionner que Jenny Safran teste explicitement, mais alors chez les enfants beaucoup plus âgés, 17 mois, l'idée que les mots ainsi découpés statistiquement sont des candidats pour l'apprentissage lexical. Donc, elle commence par exposer les enfants à des séquences dans lesquelles les transitions reviennent fréquemment, ça forme des mots ici bisyllabiques, donc mano, piga, time, mano, debout, mano, time, piga, debout. C'est assez difficile de le lire, mais évidemment tout ça est généré par ordinateur, mais de le lire sans insister sur les frontières entre mots, mais vous voyez que très vite, on repère qu'il y a des groupes de bisyllabes qui forment des mots. Donc l'enfant est d'abord exposé à quelques minutes de ces séquences de bisyllabes qui forment des mots, et ensuite, deux mots, dobu et time, sont associés à des objets. L'enfant voit un objet particulier, nouveau, sur un écran d'ordinateur, et il entend time, comme si c'était le nom de ce mot-là. Et puis, deux autres mots, qui sont toujours cette notion de part words, des parties de mots. On va prendre par exemple la dernière syllabe d'un des mots et la première du mot suivant, donc noti, des choses qui n'étaient pas régulières dans la séquence entendue au départ, vont aussi être associées à la vision d'autres objets. Donc il va y avoir 4 objets au total. Eh bien, par la fin, ensuite, on va tester la capacité de l'enfant à retenir le nom de ces objets en présentant des essais de test où la moitié du temps, les associations entre bisyllabes et l'objet correspondant sont violées. On va voir si l'enfant est capable de discriminer la situation où il continue d'entendre le bon bisyllabe pour le bon objet et la situation où il entend le mauvais bisyllabe pour l'objet qu'il est en train de voir. Eh bien, les enfants sont capables de détecter que l'association est violée, donc ils ont appris des noms pour ces nouveaux objets, mais ils ne l'ont fait que pour les mots qui pouvaient être extraits de la séquence précédente. Donc, dans l'exemple que je vous donne ici, time va être associé à l'objet approprié. On le voit parce que l'enfant regarde plus longtemps lorsque ça n'est pas le bon objet qui est présenté avec la syllabe time, mais par contre, noti ne va pas être associé à un objet dans les conditions de cette expérience. Donc, on voit ici qu'il y a un comportement très différent du regard de l'enfant pour les choses qui étaient des mots dans la langue de départ et pour les choses qui n'étaient pas des mots dans la langue de départ. Et ce comportement montre clairement que l'enfant est capable non seulement donc, de détecter des régularités statistiques, non seulement d'en extraire des candidats mots, mais ces candidats mots sont plus facilement associés à des formes visuelles nouvelles pour l'enfant. Donc il y a bien toute la chaîne complète qui suggère que ces mécanismes de statistique jouent un rôle très utile dans la création du lexique de l'enfant. Et vous voyez qu'ici, il y a une réplication dans une deuxième expérience avec de la parole continue. C'est cet article ici que je ne détaille pas, qui est tout récent, avec Graf Estes. Alors, revenons à la parole naturelle pour nous poser la question à quel âge est-ce que ces apprentissages démarrent. Je vous ai montré là que les expériences de Jenny Safran sont à 8 mois. À 8 mois, l'enfant extrait des statistiques. Est-ce qu'il peut le faire encore plus tôt? Eh bien, on peut revenir aux travaux de Peter Yushik, ici avec Mandel et Pisoni,
qui a montré que dès 5 mois, les enfants sont déjà sensibles à leur propre prénom. Ce qui veut dire que cette entrée lexicale particulière, qui est évidemment extrêmement fréquente dans leur environnement et sans doute présentée en isolation, hein, eh bien, est déjà enregistrée. Alors, l'expérience de Yushik, là encore, est assez bien faite, hein, puisqu'on a le prénom de l'enfant, et tous les enfants qui ont été testés ici, et on choisit des prénoms qui servent donc de distracteurs, qui partagent soit le même pattern d'accentuation, soit ont des patrons d'accentuation qui sont assez différents. Donc vous voyez par exemple Johnny, Abby, Sarah, Michael, etc. En anglais, on sait que l'accentuation joue un rôle important et donc il y a un contrôle ici par le choix d'un prénom qui suit le même déroulé d'accentuation. Eh bien, dès 5 mois, les enfants préfèrent écouter leur propre prénom par rapport à tous ces prénoms de contrôle. Donc, quelque part, ça veut dire qu'ils ont enregistré convenablement leur propre prénom. Alors, il y a une idée intéressante aussi dans cet apprentissage statistique, c'est que l'apprentissage peut fonctionner de proche en proche. C'est-à-dire qu'une fois que l'enfant a commencé à apprendre son prénom, ça va fonctionner comme un objet qui va pouvoir être segmenté de la parole continue. On va pouvoir en quelque sorte le soustraire de ce qui rentre, et toujours cette notion de ce qu'en anglais on appelle explaining away, c'est-à-dire l'idée qu'un modèle statistique permet d'expliquer une fraction des entrées et que ce qui reste va être ce qui va permettre l'apprentissage ultérieur, donc l'idée d'un signal d'erreur. Hein. Donc, dans le domaine de l'apprentissage du lexique, ça peut permettre un apprentissage de proche en proche. C'est-à-dire que l'enfant va comprendre des petits morceaux de l'entrée, peut-être les mots qu'il a entendus en isolation, comme son prénom, et ça va l'aider à découper progressivement la parole continue. Alors cette idée est testée ici dans une expérience de Bortfeld et collaborateurs, dans laquelle les enfants de 6 mois écoutent une histoire, et dans cette histoire, il y a des mots qui sont systématiquement associés à leur propre prénom, et d'autres mots qui sont systématiquement associés à un prénom inconnu. Donc si l'enfant s'appelle Maggie, par exemple, eh bien, il va y avoir des phrases qui disent « Maggie's bike had big black wheels »,« The girl rode Maggie's bike »,« The bell on Maggie's bike was really loud, she knew Maggie's bike », etc., etc. Donc c'est toujours « bike » qui est associé à Maggie. Et puis, il y a d'autres phrases qui utilisent le prénom Anna, qui n'est pas le prénom de l'enfant, et également, elles insistent « Hannah's cup was bright and shiny, a clown drank from Hannah's cup », etc., etc. Question, est-ce que l'enfant va être capable de reconnaître les mots « bike » et les mots « cup » ? Et le résultat qui est intéressant, c'est que les enfants préfèrent écouter le mot qui a été associé à leur propre prénom. Donc le fait d'être capable de reconnaître leur prénom à 5 mois fait qu'à 6 mois, ils commencent à attacher des mots à ce prénom. Ils sont capables de repérer que dans une phrase, lorsqu'il y a leur prénom, le mot d'à côté est un mot particulier qui mérite une attention supplémentaire. Et donc, dans cette expérience ici, on voit bien que les enfants regardent plus longtemps le mot qui a été associé à leur prénom par rapport au mot de contrôle associé à un autre prénom ou à un mot qui n'a jamais été présenté. Et dans une expérience 2, ces résultats sont répliqués avec un mot qui n'est pas le prénom de l'enfant, mais qui est le mot « maman ». Alors on choisit le mot « mommy » en anglais ou « mama » suivant les familles, parce que les familles n'utilisent pas toujours le même mot, mais le mot qui semble connu de l'enfant, le mot « maman », permet à son tour d'attacher et de reconnaître plus facilement des mots qui sont proches dans la séquence de paroles continues. Donc cette notion d'un apprentissage peut-être séquentiel, de proche en proche, et autre expérience que j'aimerais vous présenter, apprentissage également hiérarchique, dans lequel l'ordre des mots va ensuite pouvoir être extrait. Alors je reviendrai sur cette question de l'ordre des mots et de la syntaxe dans le dernier cours, dans 15 jours, mais je voudrais quand même vous présenter cette expérience puisqu'elle est toujours du groupe de Jenny Safran. Et Jenny Safran se pose la question de savoir si les enfants apprennent juste à segmenter les mots dans sa situation ou s'ils peuvent également être capables d'apprendre à un cran au-dessus l'ordre des mots. Et un mot est toujours suivi par un autre mot. Donc pour poser cette question, elle prend cette fois-ci les enfants de 11 à 12 mois et elle les expose à 16 petites phrases qui sont répétées chacune une fois, hein, et qui sont issues d'une grammaire extrêmement simple dans laquelle il y a des transitions particulières entre les mots. On peut à peine parler de grammaire, ici il s'agit vraiment d'une séquence, hein, donc une grammaire à état fini, dans lequel certains enfants sont exposés au langage A, dans lequel l'ordre est A, B, C, D, E, et d'autres sont exposés au langage B, dans lequel l'ordre est A, D, C, B, E. Et vous voyez que pour chaque élément, ici, il y a 2 mots possibles. Donc A peut être dato ou couga, B peut être pidou ou gobi, etc. Ça crée des petites phrases
Et donc on commence à exposer l'enfant à 16 phrases de ce type. Et alors, ce qui est intéressant, il y a un contrôle qui est bien fait ici. La dernière syllabe des mots A et des mots C est identique. Vous voyez, c'est dato et buto, kuga et tiga. La raison, c'est que du coup, les deux grammaires en question ici, vous voyez que comme elles ne changent que sur la présence de B ou D ou B en deuxième et en quatrième position, ça veut dire que les transitions de probabilité entre syllabes vont être parfaitement les mêmes dans les deux grammaires. Donc ce n'est pas les transitions de probabilité qui vont permettre à l'enfant d'apprendre à discriminer la langue A de la langue B. Par contre, l'ordre des mots, lui, est clairement différent. Donc on va d'abord exposer les enfants à 16 phrases issues de l'une de ces grammaires, puis ensuite on va les tester avec des phrases nouvelles qu'ils n'ont jamais entendues, issues soit de la même grammaire, soit de l'autre grammaire. Et comme la moitié des enfants sont assignés à l'un ou l'autre des groupes, en moyenne, ils entendent exactement la même chose, hein. C'est très bien contrôlé, mais la question est de savoir s'ils ont appris quelque chose, non seulement sur la présence de mots bisyllabiques, à cet âge, on sait que depuis 8 mois, ils le font, mais aussi sur l'ordre particulier des mots dans cette langue. Et alors, le résultat, toujours le même, c'est que les enfants écoutent plus longtemps les phrases grammaticales, ce qui suggère qu'ils ont effectivement été sensibilisés à la présence de régularité sur l'ordre des mots dans ce qu'ils ont entendu. Les résultats sont répliqués dans une deuxième expérience. Le travail de Jenny Safran a aussi ce caractère très systématique de répliquer systématiquement les expériences, qui est bien parce que les niveaux statistiques ne sont pas toujours très élevés dans une expérience individuelle. Donc ici, vous avez une réplication avec juste une toute petite variante, c'est qu'on a enlevé le cinquième mot. Donc il reste uniquement la séquence ABCD ou ADCB. Voilà. Mais toute chose égale par ailleurs, donc vous voyez que les enfants ici regardent plus longtemps les séquences grammaticales que les séquences non grammaticales, ce qui suggère qu'ils ont appris quelque chose. Bon, donc les auteurs suggèrent que les enfants apprennent simultanément la présence de mots et tout de suite, à un niveau supérieur, l'ordre possible pour ces mots. Je pense qu'il faut être un petit peu nuancé. D'ailleurs, la discussion de l'article est intéressante. Hein. Certes, l'expérience exclut que ce soit des transitions entre les syllabes qui soient responsables de la discrimination. Ça ne peut pas être les transitions de n à n plus 1, de la syllabe n à la syllabe n plus 1. Par contre, rien n'exclut que ça puisse être, par exemple, des triplés de syllabes, ou que ça puisse être de la syllabe n à la syllabe n plus 2. Alors, on reviendra sur ces paradigmes d'association syllabe n plus 2. Mais vous voyez que dans ce type d'expérience, il est assez difficile d'exclure toutes les régularités et de s'assurer que ce soit seulement la régularité sur les mots qui ait été apprise par les enfants. Il est possible que ce soit la mélodie complète, comme une sorte de petite chanson qui ait été apprise. Donc il n'est pas facile d'être certain qu'il s'agit bien d'un apprentissage de l'ordre des mots ou pas d'une régularité qui est encore du même niveau syllabique, mais simplement avec un délai temporel peut-être un peu plus grand. Alors je vais terminer ce cours en vous parlant rapidement des mécanismes cérébraux qui pourraient être à l'origine de ces apprentissages. Il faut dire tout de suite qu'on ne sait pas grand-chose sur la manière dont le cerveau de l'enfant à cet âge fonctionne et quelles sont les aires qui sont responsables de ce type d'apprentissage. Par contre, il existe des données chez l'adulte et donc j'ai choisi 3 articles qui parlent de l'apprentissage chez l'adulte. Je voudrais vous décrire brièvement. Ils ne sont pas parfaits. Hein. La convergence n'est pas totale ici avec les travaux chez l'enfant, mais ils nous donnent des indications. Alors, première expérience, IRM fonctionnel chez l'adulte. Dans cette expérience de Overrath et collaborateurs, on va présenter des séquences de tons purs qui sont générées avec des degrés de régularité différents. Et qu'ici, ce sont donc des fréquences de tons purs, hein, c'est la fréquence qui est représentée sur l'axe des Y, le temps sur l'axe des X, et en faisant varier l'exposant d'une séquence fractale en 1 sur F, comme appellent les physiciens, mais avec un exposant qui varie, on peut générer des séquences de régularité assez différentes. Quand le n de l'exposant est très petit, la séquence oscille rapidement, elle est dominée par ces hautes fréquences, et donc elle est très imprévisible. Et à mesure que n grandit, vous avez une séquence dont les basses fréquences dominent, donc le changement dans la fréquence fondamentale de ces tons purs va être beaucoup plus lent, et donc d'une certaine manière la séquence est plus prévisible dans le temps. Alors c'est le paramètre que les auteurs choisissent de manipuler dans cette étude, et ils découvrent que ça crée une dissociation assez intéressante dans le cerveau, puisque les aires auditives primaires et autour de l'aire primaire ici
ont essentiellement une réponse constante, c'est normal puisque ce sont des aires tonotopiques et quelque part elles sont stimulées par le même genre de fréquences, donc au total elles ont la même activité, visible en IRM fonctionnel, ici à peu près la même, mais par contre vous voyez que le planum temporale, un petit peu en arrière de l'aire auditive primaire, montre une sensibilité à l'entropie de la séquence, et plus la séquence est régulière, donc plus l'exposant est élevé ici, plus l'activité est faible. Bon, ça correspond bien à l'idée que je vous ai présentée, que quand il y a des répétitions dans une séquence, quand il y a une prévisibilité, le cerveau répond moins, donc la prédiction est soustraite des entrées, et donc tout ce qui est prévisible donne une réponse nettement plus réduite que ce qui n'est pas prévisible. Donc on voit bien ici que peut-être l'apprentissage de ce type de mouvement dans l'espace des fréquences pourrait être lié à des réponses du planum temporale. Bon, évidemment, c'est très loin du langage, ce sont des séquences de ton pur. Alors, les auteurs suggèrent qu'il y a une forme de codage prédictif et peut-être de compression. Il y aurait un code neural qui comprime les entrées pour essayer de trouver le code le plus compact, et un code plus compact peut être trouvé, évidemment, pour les séquences qui sont les plus régulières. C'est une idée intéressante que le cerveau est un système qui comprime l'information. Alors, deuxième étude, tout à fait récente, de Tremblay-Baroni avec Ouriasson à Princeton. Je trouve cette étude beaucoup plus intéressante parce qu'elle porte sur l'apprentissage de syllabes et de séquences de syllabes et leur comparaison avec des séquences de chants d'oiseaux. Le chant d'oiseau est aussi un signal qui est extrêmement structuré. On peut distinguer des syllabes locales, des patrons de chant, d'éléments de chant. Et donc ici, il manipule des séquences créés par eux-mêmes, ne sont pas ni du langage naturel, ni des chants d'oiseaux naturels, mais on choisit des éléments qu'on appelle syllabes, et on les assemble pour former des séquences de 10 minutes, c'est très long, donc on va regarder l'apprentissage au cours de ces 10 minutes, et certaines de ces séquences sont pratiquement complètement aléatoires, la matrice de transition est aléatoire, et d'autres séquences vont avoir une organisation moyenne ou très élevée dans les probabilités de transition. Ce sont simplement des chaînes de Markov, mais avec des matrices plus ou moins organisées. Et le premier résultat comportemental, c'est que les adultes, effectivement, sont sensibles à ces régularités. Ils sont tout à fait capables, vous voyez, lorsque la structure est manipulée de nulle ou très faible, moyenne plus élevée, deux mesures comportementales différentes montrent que les adultes sont sensibles. D'une part, les adultes jugent qu'il y a moins d'éléments. Plus la séquence est régulière, plus il semble qu'elle ait moins d'éléments. Ça, c'est un point intéressant parce que, vous savez, on a une illusion quand on entend quelqu'un parler dans une langue étrangère qu'on ne comprend pas, que la personne parle très vite. On a l'impression qu'il y a plus d'éléments. Eh bien, c'est sans doute une illusion liée au fait que notre cerveau n'est pas capable de construire ces éléments plus grands, comme les mots, les assemblages de mots. Et ici, les sujets sont sensibles à cette illusion-là. Ils ont l'impression qu'il y a plus d'éléments, le débit va plus vite lorsque la séquence est irrégulière que lorsque la séquence est régulière. Et puis, ils sont capables simplement de juger la structure même des stimuli. Donc, ils apprennent quelque chose pendant ces 10 minutes et on peut se demander ce qu'on devrait trouver au niveau cérébral. Alors, sur le plan théorique, ce n'est pas toujours facile de faire des prédictions. Vous savez que, je viens de vous le dire, l'activation devrait diminuer au fur et à mesure qu'on commence à détecter des régularités parce que le cerveau prédit et donc tout ce qui est prédit est soustrait des entrées. Mais on peut penser aussi que l'activation doit augmenter dans les régions qui apprennent à représenter le signal. Celles qui compriment l'information détectent des éléments de plus en plus récurrents dans ces signaux d'entrée, et donc plus ce qui est appris est complexe, plus le cerveau devrait finalement répondre en augmentant son activité dans les régions qui servent de source à la prédiction. Autrement dit, il faut distinguer la source de la prédiction de la cible de la prédiction. Alors, qu'est-ce que trouvent les auteurs? Rapidement, parce que le temps passe vite. Eh bien, d'abord, ils trouvent qu'il y a des différences qui sont évidemment bien connus, entre écouter du langage et écouter des chants d'oiseaux. Donc le cerveau humain est sensibilisé à la parole, et vous voyez en particulier ici que donc, toutes ces régions qui sont en couleur montrent un effet de catégorie dans un sens ou dans l'autre, et en fait si on regarde les couleurs ici, pour regarder la direction de l'effet, on peut voir qu'à l'intérieur d'une région qui répond globalement aussi bien à la parole qu'au chant d'oiseaux, qui est le contour ici, vous avez certaines régions qui répondent beaucoup mieux à la parole, qui sont plutôt situées dans la région plus latérale et dans le sillon temporal supérieur, et vous avez d'autres régions qui répondent mieux aux stimuli qui ne sont pas de la parole. Donc il y a déjà une sensibilité catégorielle, mais le plus important évidemment, c'est comment ces régions évoluent au fil de l'apprentissage. Et là, les auteurs montrent qu'il y a à la fois des effets d'interaction avec le temps qui suggèrent qu'il y a un apprentissage, donc interaction
structure statistique par temps, et on retrouve la notion que le planum temporale, légèrement en arrière des aires auditives ici, et surtout à gauche, joue un rôle particulier dans cet apprentissage statistique. Et puis, triple interaction qui est un peu compliquée, ces effets d'apprentissage, en fonction de la structure statistique des stimuli, dépendent de la catégorie, cette fois-ci dans des régions qui sont plutôt antérieures dans le cerveau. Donc, on peut distinguer plusieurs types de régions, et ceci est complété par une analyse de régions d'intérêt. Les auteurs choisissent un certain nombre de régions dans cette partie temporale supérieure sur une base strictement anatomique. Ils découpent ce cortex gauche et ce cortex droit en régions. Donc, on reconnaît ici PT le planum temporale, puis le sillon temporal transverse, le gyrus temporal transverse, et les régions du sillon temporal supérieur et du gyrus temporal supérieur. Et vous voyez que la préférence, d'abord, n'est pas la même pour la parole et pour le chant, et on voit très bien qu'il y a une préférence qu'ils appellent absolue, c'est-à-dire qu'il y a une réponse à la parole et pas une réponse au chant d'oiseau dans les régions du gyrus temporal supérieur, latéral, surtout à gauche, ici. Puis il y a une préférence plutôt relative dans le planum temporale, à gauche, et dans ces régions du sillon temporal transverse. Donc il y a d'abord une préférence pour la parole, et puis deuxièmement, il y a des effets de la structure statistique. Et je m'excuse, cet article mérite qu'on s'y arrête longuement. Pour les spécialistes dans la salle, je vous recommande de le lire en détail. Mais vous voyez qu'on peut distinguer par leur couleur ici différentes régions suivant le type d'effet statistique qu'elles montrent dans l'apprentissage. Et en particulier, il est très intéressant de voir que les régions en rouge ici sont des régions dans lesquelles il y a une préférence pour le langage, vous voyez, une préférence relative, et en même temps un effet d'apprentissage qui a lieu pour les deux catégories, aussi bien pour le langage que pour les chants d'oiseaux. Donc c'est une région qui est capable d'internaliser des régularités statistiques. On va voir dans une seconde que son activité croît avec l'internalisation des régularités statistiques, mais qui le fait aussi bien pour des stimuli complètement nouveaux, comme les chants d'oiseaux, que pour des stimuli qui appartiennent au répertoire de notre espèce, qui est le langage. Et on peut se demander si la préférence pour le langage qu'on observe ici n'est pas issue, en quelque sorte, d'un apprentissage statistique, puisqu'il y a un apprentissage statistique qui est démontré dans cette région. Donc, il y a une hypothèse assez intéressante qui est que ce planum temporale est une machine statistique qui est capable d'apprendre des transitions entre les éléments sonores qu'on entend dans notre environnement, et qu'il le fait pour le langage, mais aussi pour des stimuli complètement nouveaux, qu'il est en quelque sorte un détecteur de transition temporelle dans les sons du monde extérieur, et qu'évidemment, comme nous entendons souvent des sons du langage, il se spécialise progressivement pour l'apprentissage des sons du langage. Il est intéressant de voir que les régions plus antérieures, ici, et notamment à gauche, montrent des changements en fonction du temps. Alors, si vous regardez attentivement, je m'excuse, ce diagramme est vraiment compliqué et les auteurs ne simplifient pas le travail, mais chaque panel, chaque groupe de deux panneaux montre une région particulière. Donc, on est ici dans le gyrus temporal transverse, et puis ensuite on recule. Et vous avez un premier temps et un deuxième temps. Malheureusement, ce ne sont pas toujours les mêmes d'un panneau à l'autre. Mais on peut voir donc l'augmentation, il y a un effet de structure qui change et avec une augmentation générale des réponses en fonction du temps, en particulier pour les réponses de langage. Et de façon très intéressante dans cette région intermédiaire ici, qui est le sillon temporal transverse, une augmentation des réponses pour le langage, particulièrement marquée lorsqu'il y a une haute structure statistique, vous avez une interaction ici, alors qu'il y a une diminution des réponses pour les chants d'oiseaux. Donc cette région est très différente du planum temporale. Dans le planum temporale, on voyait une augmentation globale des réponses en fonction de la structure statistique. Ici, on voit une augmentation des réponses pour le langage, une diminution pour les chants d'oiseaux, donc une spécialisation pour un apprentissage linguistique. Donc les conclusions qu'on peut tirer de ce travail, c'est que peut-être il y a une première forme de spécialisation pour l'apprentissage d'une sorte de lexique, donc dans le domaine spécifique de la parole, dans le sillon temporal transverse, et qu'au contraire, le planum temporale, lui, agit comme une machine statistique beaucoup plus large qui n'est pas restreinte aux stimuli dans le domaine du langage. Bon, il faut quand même souligner que l'interprétation de ce type d'expérience est rendue complexe par le fait que le contenu de l'apprentissage n'est pas parfaitement clair. Lorsqu'on présente une séquence markovienne avec des régularités dans les probabilités, on n'est pas certain de ce que les gens apprennent.
Ils peuvent apprendre des transitions de probabilité entre 2 syllabes successives, mais il y a aussi des transitions à 3 niveaux. Ils peuvent apprendre des mots, et sans doute, différentes aires cérébrales apprennent différents aspects de l'entrée. Donc, je pense que ces expériences, par la suite, devront rendre beaucoup plus précis ce qui est le contenu de l'apprentissage. Je voulais juste terminer en mentionnant qu'il y a eu une expérience toute récente, là encore, qui vient d'être publiée, de Daphné Bavelier et de son groupe, sur l'apprentissage dans les conditions strictes de celles de Safran, c'est-à-dire des trisyllabes, cette séquence Balouti, Colibo, etc., avec la possibilité de segmenter des groupes de 3 syllabes pour former des mots. Et les expériences montrent d'abord sur le plan comportemental que les adultes sont sensibles à cet apprentissage, ce qui n'est pas étonnant, mais il y a une condition de contrôle qui me paraît particulièrement intéressante. On retrouve ici la condition d'écoute du langage à l'envers, dont je vous parlais au départ. On fait écouter la même séquence que Safran avec des groupes de 3 syllabes, mais en jouant l'ensemble de la bande à l'envers, et on s'aperçoit que les adultes ne sont pas capables d'extraire des régularités. Donc il y a vraiment quelque chose de particulier au fait d'entendre des syllabes prononçables, et la machine statistique, en quelque sorte, du cerveau ne se met en route que pour ces stimuli qui rentrent dans le cadre d'une langue possible. Alors ensuite, les auteurs font l'imagerie cérébrale, et pour montrer toute la complexité de ces résultats qui sont encore préliminaires et pas toujours compatibles entre eux, les auteurs ici montrent qu'il y a effectivement une très très forte activation des régions temporales supérieures, et notamment à gauche, et ils montrent clairement que cette activation est supérieure pour la langue possible, donc jouée à l'endroit, que pour la langue impossible. Par contre, si on regarde les effets d'apprentissage, c'est-à-dire l'interaction avec le temps au fil de l'expérience, eh bien, les effets d'apprentissage dans cette expérience ne sont identifiés que dans une autre région, qui est la région frontale inférieure gauche. Une région évidemment familière à tous ceux qui s'intéressent au traitement du langage, puisque ça fait partie de ce qu'on appelle en général la région de Broca. Donc, ce n'est pas peut-être surprenant qu'elle contribue à cet apprentissage linguistique. Mais vous voyez que toutes ces expériences, pour l'instant, ne convergent pas vers un site particulier d'apprentissage, mais suggèrent qu'il puisse y avoir différents sites d'apprentissage pour ces régularités statistiques, sans doute parce qu'on ne maîtrise pas encore suffisamment la présence dans le signal d'entrée de régularités qui peuvent être apprises à différents niveaux. Une analyse en région d'intérêt montre d'ailleurs de façon intéressante qu'il y a aussi des réponses d'apprentissage dans le putamen et dans le myocodé, qui sont des structures sous-corticales qui sont en connexion avec ces régions frontales et qu'on voit souvent activées dans des situations de détection de régularité syntaxique. Donc il est possible ici qu'une partie de l'appareil syntaxique qui s'intéresse aux régularités du langage soit aussi sollicitée par ces apprentissages. Alors je conclus par ce résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui. Excusez-moi pour avoir dépassé un petit peu le temps, mais je pense que nous avons vu en 1h20 un an d'évolution du bébé, donc c'est quand même en raccourci. Quelques mois de vie suffisent à l'enfant pour faire travailler une petite machine statistique qui extrait des régularités de l'environnement linguistique. Alors, on a vu qu'il y a quelques données encore fragmentaires qui suggèrent que peut-être dès les dernières semaines de grossesse, la voix de la mère, la prosodie de la langue maternelle et peut-être les voyelles commencent déjà à se mettre en place. Évidemment, c'est surtout après la naissance que ces apprentissages sont possibles, et dès 5 mois, le prénom, les noms familiers comme maman peuvent être appris. Vers 6 mois de grossesse, 6 mois après la naissance, les voyelles se mettent en place. 6 à 8 mois, segmentation des mots, sont les expériences de Safran qui sont très systématiquement menées vers 8 mois. 9 à 12 mois, mise en place des consonnes de la langue maternelle, et 12 mois, déjà une certaine sensibilité à des séquences de mots, ou en tout cas à des transitions entre syllabe N et syllabe N plus 2. On y reviendra. Ce qui est tout à fait fascinant, c'est de voir que ces apprentissages se produisent en partie en parallèle. L'enfant n'a même pas encore commencé à stabiliser les consonnes de sa langue maternelle complètement, qu'il est déjà en train d'apprendre certains mots. Donc c'est assez fascinant d'essayer d'imaginer que toutes ces aires s'adaptent les unes aux autres, que le système lexical va devoir continuer de s'adapter au fait que les catégories consonantiques ne sont pas encore complètement stabilisées. Alors, les aires cérébrales qui sont derrière ce mécanisme d'apprentissage ne sont pas parfaitement connues. Chez l'adulte, on a vu que diverses aires temporales et frontales sont impliquées. Je m'excuse pour l'accord ici, que je corrigerai, mais il faut distinguer, je pense, différentes formes d'apprentissage, et c'est ça qui n'est pas encore complètement fait. Et on peut faire l'hypothèse qu'un apprentissage phonologique et phonotactique serait pris en jeu, pris en compte dans le planum temporale, en particulier dans l'hémisphère gauche, qu'une région en avant, au contraire,
dans la partie temporale supérieure, en avant de l'aire auditive primaire, serait responsable de l'apprentissage lexical, et que peut-être l'apprentissage de régularité supralexicale de type syntaxique ou proto-syntaxique serait pris en compte dans la région de Broca, dans la région frontale inférieure gauche. Voilà, c'est une hypothèse qui devra être soumise à des expériences d'imagerie qui un jour devront porter évidemment directement chez le bébé et pas seulement chez l'adulte. Merci de votre attention.